Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Philippe Vanneberg, connecté depuis la Suisse et plus précisément de Neuchâtel. Philippe va nous présenter Aller plus vite à l'essentiel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Yotis, bonsoir à toutes les synergiennes et les synergiens, où que vous soyez dans le monde, comme a l'habitude de dire Yotis, et c'est un sentiment particulier de me sentir connecté avec tous ces pays francophones dont j'en connais une bonne partie et je me réjouis de passer ce moment avec vous. Alors Philippe, comment vas-tu d'abord et comment te sens-tu là ce soir? Je suis en énergie, en bonne énergie, avec la dose de stress nécessaire que pour avoir l'adrénaline pour être focus et focalisé. Mais encore une fois, c'est plutôt des émotions agréables. Alors, bienvenue en tout cas, tu viens pour la seconde fois et j'ai une question à te poser, donc je ne l'ai pas posée lors du premier webinaire. Alors, tu es d'origine belge, tu vis en Suisse. Quel conseil donnerais-tu pour un débutant qui aimerait débuter sur les montagnes enneigées de la Suisse en ski? Le conseil que je pourrais donner, c'est de venir dans la région de Neuchâtel, dans le Jura, parce que les pentes sont beaucoup moins raides et il vaut mieux commencer sur des pentes, disons, plus douces. La progression sera beaucoup plus rapide. Voilà. Et pour le froid, comment s'adapter lorsqu'on a des petits soucis avec le froid? Alors bon, le froid va dépendre beaucoup de l'altitude aussi, hein, mais effectivement, il fait peut-être plus sec et plus ensoleillé en Suisse qu'en Belgique. En tout cas, c'est mon expérience. Évidemment, quand on monte en altitude, ma foi, là, il y a des produits locaux comme la damascine, l'abricotine, qui aident dans le Valais à faire circuler le sang un peu plus rapidement. Et y a-t-il des frites et si oui, sont-elles bonnes, les frites en Suisse? Alors bon, rien ne vaut les frites belges, bien entendu, mais sans faire de publicité, ici à Neuchâtel, très récemment, il y a quelques mois, il y a une friterie belge qui s'est ouverte juste en face de la gare de Neuchâtel. Et on y vend aussi des gaufres de Liège et des gaufres de Bruxelles. Donc c'est un petit lieu, ma foi, assez privilégié pour les Belges de Neuchâtel et environ, pour de temps en temps se retrouver. Un bon ambassadeur de Neuchâtel, d'après ce que je vois bien. Alors, Philippe Vanneberg. Philippe, tu as grandi dans un petit village rural du Brabant flamand en Belgique, ce qui te sensibilise très tôt aux enjeux environnementaux et sociaux. Cela te mène naturellement à des études d'ingénieur agronome à la fin desquelles tu t'engages en famille, en coopération au développement et t'expatries successivement au Mozambique, en Bolivie et enfin à Madagascar. Tu œuvres pendant 20 ans pour que des groupements de producteurs, des organisations, des collectivités locales et des départements de l'État s'accordent sur leur objectif, mobilisent des ressources et contournent leurs difficultés pour générer du progrès. Philippe, tu réaliseras plus tard que cet engagement s'inscrivait déjà dans une démarche de coaching qui plaçait l'humain au centre. De retour en Europe en 2002, tu t'installes en Suisse et assumes un rôle de directeur des opérations dans ton organisation en appui à une vingtaine de programmes de pays. Tu voyages alors le plus souvent en Inde, au Pakistan, au Kyrgyzstan, en Afghanistan et au Bangladesh. Tu y es poussé à sortir de ta zone de confort. Ta carte du monde y est fortement challengée. Pour capitaliser sur tes expériences vécues outre-mer, Philippe, tu décides en 2002 d'entamer un trajet de développement personnel. Tu deviens maître praticien en PNL, formateur en process communication, praticien en systémique et en neurosémantique, coach et superviseur de coach. En 2008, tu lâches l'agronomie pour t'adonner pleinement à l'accompagnement des processus humains. Tu te passionnes aujourd'hui pour l'énéagramme, le développement du leadership et le coaching d'équipe. Tu fondes avec ton épouse Carole en 2009 Coaching Square Suisse, un institut de formation au coaching à Neuchâtel, dont le programme est accrédité par ICF. Ensemble, vous avez formé plus de 400 coachs en Suisse et près d'1 millier de leaders.
Philippe, tu nous as également proposé un webinaire en 2017 sur le coaching de l'identité qui a eu un grand succès aussi bien en direct qu'en replay. Vous pouvez retrouver ce replay bien évidemment sur la chaîne YouTube ICF Synergie. Passionné de la vie, de l'effort et du sport en bon Ennéagramme 3, Philippe pratique régulièrement le vélo de route, la randonnée en montagne et vient d'obtenir son permis hauturier en voile. Philippe, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Bien, bon, il y a déjà énormément de choses qui ont été dites. Yotis, il y a un aspect sur lequel j'aimerais peut-être insister, c'est, bon, même si j'ai déjà jusqu'à présent vécu beaucoup d'aventures dans ma vie et beaucoup de découvertes, l'aventure principale que j'ai vécue, celle qui m'a le plus donné, ben, c'est l'aventure que je vis avec ma femme et mes enfants, hein, avec Carole, avec qui je vis maintenant depuis plus de 40 ans, et où on a le sentiment l'un et l'autre d'avoir véritablement grandi ensemble et de s'être nourris nos êtres l'un et l'autre. Et puis voilà, on a eu trois fils qui ont été aussi nos professeurs du quotidien, si je peux dire ça comme ça, qui chacun sont parents maintenant de 2 enfants. Donc on a aussi 6 petits-enfants qui nous donnent et qui nous rayonnent un bonheur important. Donc voilà, j'arrive petit à petit à la période de la vie où on peut commencer à récolter. Et puis cette récolte me donne envie d'encore plus partager. Un grand merci Philippe. Alors tu vas nous présenter, aller plus vite à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Oui, ben je me le demande. Je me le demande parce que finalement, il faut être sans doute un petit peu, enfin pas tout à fait au centre pour pouvoir présenter un titre comme ça. J'avais sans doute eu les yeux un peu plus grands que le ventre et en même temps, en me disant ça, je me dis que le contexte du coaching est en train d'évoluer. Il évolue beaucoup. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, le monde du travail dans lequel le coaching s'exprime et se développe beaucoup aussi, eh bien, est en pleine évolution. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai présenté ça. La deuxième, c'est parce que c'est un thème qui me challenge moi aussi, de savoir, tiens, mais comment est-ce que je peux amener plus de valeur dans mes coachings, amener plus de valeur à mes coachés dans un temps qui devrait être de plus en plus limité. Et puis, peut-être une troisième raison qui est celle de chercher à aussi présenter finalement une couleur un peu différente dans ces webinaires de ICF Synergie, d'amener un thème qui, j'espère, va susciter un petit peu plus la controverse et qui va susciter le débat, même si le format du webinaire ne s'y prête pas. Mais j'espère après que sur les réseaux, que sur voilà des questions que vous pourriez poser, eh bien, qu'il y ait débat, qu'il y ait des réactions et qu'il y ait une réflexion par rapport aussi à ce beau métier de coach. Alors profitez-en, vous l'avez compris, ce sera l'occasion de commenter. Vous avez les commentaires en dessous de la vidéo. Merci Philippe, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis. J'aimerais laisser le mot de départ à Carol Dweck. Carol Dweck est une professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford et Carol Dweck dit que nous vivons une époque de changement considérable qui va susciter de nombreuses périodes de confusion et que cette confusion va quelque part faire en sorte qu'on va devoir se sentir, voire se ressentir de nouveau et à nouveau, encore et encore en novice, en débutant. Et on va devoir non seulement être à l'aise avec l'effort, mais aussi avec la difficulté, avec la lutte, voire avec la confusion. Et cette petite phrase en rouge est la principale, c'est donc un état d'esprit où on cherche
à réapprendre finalement quelque chose qu'on fait déjà bien, pour apporter et faire émerger de nouvelles solutions. Carol Dweck qui a écrit et qui a beaucoup de choses sur l'état d'esprit et qui est aussi l'auteur du fixed mindset et du growth mindset, donc l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit figé quelque part. Certains de ces livres ont été traduits en français aussi. Alors, de ça, moi, j'aimerais vous proposer notre état d'esprit qui serait finalement à travers ce webinaire, susciter une réflexion sur vos pratiques de coach. Et j'espère que ce webinaire, il mènera, c'est l'intention, mais aussi qui vous donne envie quelque part de challenger les habitudes que vous avez en coaching, voire de tester d'autres manières de faire, même si lorsqu'on a 5, 10, 15, 20 ans de coaching, eh bien voilà, on a une petite routine qui est installée. Eh bien, j'espère que à travers ce webinaire, ça peut paraître présomptueux, mais vous auriez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ceci d'autant plus que, ma foi, vous le sentez, vous le percevez, dans vos pays aussi, j'imagine, eh bien, il y a une communauté de coachs qui s'installe et on a besoin de plus en plus de chercher à se distinguer par une certaine forme d'excellence et ça va aussi venir du fait qu'on ne fait pas ce que tout le monde fait. Voilà un petit peu l'état d'esprit que j'aimerais vous proposer et voilà, qui peut avoir un aspect un peu confrontant, en tout cas qui cherche à nous sortir de la zone de confort. Alors une phrase que j'aime bien aussi, qui date d'un peu plus longtemps, d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe prussien du XVIIIe siècle, qui a dit « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter ». Et cette phrase introduit assez bien les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans le monde des dirigeants, mais aussi, a fortiori, dans le monde du coaching. Je pense que le mot VUCA a été déjà débattu, développé à travers plusieurs webinaires dans le cadre de ICF Synergie. Donc VUCA, encore une fois, pour volatile, incertain, complexe, ambigu, qui sont les 4 qualificatifs qui probablement définissent le mieux notre monde d'aujourd'hui, qui, de par les hyper sollicitations qu'on vit les uns et les autres, eh bien, génère assez périodiquement une sorte de sentiment de chaos, de ne plus savoir où on en est. Et par rapport à ce chaos, voilà, les dirigeants ont besoin malgré tout de trouver leur chemin, d'autant plus qu'ils sont sollicités aussi par des enjeux qui sont de plus en plus multiples, au-delà de devoir gérer leurs affaires. Eh bien, ils doivent faire face à des crises successives, le Covid, l'Ukraine, la crise des matières premières, etc. En Suisse, on le vit très fort, mais dans d'autres pays, je pense aussi la crise des talents. Donc, ça devient la première préoccupation de plusieurs secteurs d'activité. Et puis, et ça va en prolongation de mon engagement pour un développement durable, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est quelque chose auquel toutes les entreprises aujourd'hui doivent faire face. Et David Peterson et David Goldschmidt, auxquels je vais faire allusion quelquefois durant cette présentation, qui sont 2 coachs américains qui ont largement contribué au développement du coaching aux États-Unis. Peterson, qui a été le responsable de l'équipe de coachs chez Google, nous parle à ce moment-là, lorsqu'on vit ce monde VUCA, et de se reconnecter finalement à l'ADN du VUCA. Et l'ADN du VUCA, selon Peterson et Goldschmidt, c'est quoi? C'est adversité, diversité, nouveauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cherchons, à la fois pour nos dirigeants, mais pour nous en tant que coach, d'accueillir les contraintes, d'accueillir ça plutôt comme des opportunités de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles options, de nouvelles solutions. La diversité pour chercher aussi à
collecter les différents points de vue. Et là, en tant que coach, on est bien équipé pour pouvoir faire réfléchir aussi notre dirigeant à différentes perspectives, quelque part, par rapport à une situation. Donc, pour la diversité, et puis la nouveauté. Donc, cherchons aussi à sortir de nos habitudes. Les recettes d'hier ne sont plus les recettes de demain, ne le seront plus en tout cas. Donc, il faut réinventer de nouvelles approches. Et voilà, dans ce monde VUCA, en se connectant avec l'ADN, c'est là quelque part qu'on a probablement le plus de pertinence pour pouvoir orienter les dirigeants. On est toujours dans la toile de fond de ce webinaire. Donc, les enjeux pour accompagner nos dirigeants, c'est les aider quelque part à trouver un sens à leur action. Ces dirigeants qui ont déjà tout étudié, ils ont vécu énormément de choses, ils ont assisté à toutes les formations et quand ils viennent en coaching, eh bien c'est souvent du sens qui leur manque. Donc ça va être un des enjeux quand on les accompagne, c'est de les aider à trouver un sens. Et un sens dans toutes les directions, dans tous les sens du terme, j'aurais envie de dire. Donc le sens aussi, la direction de l'investissement en énergie. Pourquoi est-ce que j'investis mon énergie là-dessus? Et finalement du sens à leur vie en général. Mais on va aussi les accompagner à être à l'aise avec l'incertitude, avec la complexité. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. C'est pas non plus le thème du webinaire, mais c'est une orientation et quelque chose qui est de plus en plus présent dans ces accompagnements de dirigeants, c'est de les rendre à l'aise avec cette incertitude et cette complexité. Pour ça, ce qu'on fait surtout, c'est de les aider à calibrer leur boussole intérieure pour définir leur cap. Et enfin, pour prendre de meilleures décisions, prendre des décisions dans un monde VUCA, où tout est ambigu, où une décision A, une décision B sont autant justifiées l'une que l'autre, même si elles sont opposées. Eh bien, comment fait-on lorsqu'on ne connaît pas la bonne réponse? On va le voir encore un peu plus tard. On va chercher à axer davantage sur le processus de décision au lieu de sur la décision. Voilà, on est toujours dans l'introduction, dans la définition des enjeux de ce nouveau coaching. Et un enjeu supplémentaire, c'est le fait que ces dirigeants, ils ont plus le temps. Ils viennent en coaching en disant, écoute, j'ai une réunion dans une demi-heure. Est-ce qu'on peut pas faire une séance un peu plus courte? Ou bien ils vous donnent un coup de téléphone en disant, tiens Philippe, cet après-midi, j'ai une réunion du conseil d'administration, j'ai un souci, j'aimerais t'en parler. Est-ce que tu as un quart d'heure pour moi? Et donc, dans ce temps-là, il faut arriver à leur apporter de la valeur. Alors, il y a déjà une résistance générale chez nous, coach. Le coaching est une discipline où on cherche à aider, à être en support, à éclairer. Et il y a aussi finalement un paradoxe. Le lien entre aider et confronter est un petit peu paradoxal. Et je constate, en tout cas avec les coachs qu'on supervise et qu'on accompagne, qu'il y a une tendance importante à garder nos coachés longtemps dans leur zone de confort. Et puis ça prolonge, j'allais dire inutilement, quelque part, la durée du coaching. Quelles sont les raisons de pourquoi on garde nos coachés? Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'être apprécié? Est-ce qu'on a envie finalement d'être reconnu comme étant bon coach? Est-ce qu'on veut mettre à disposition de nos clients un potentiel de confiance important? Je ne sais pas, probablement les réponses sont différentes pour chacune et chacun d'entre vous, mais je vous invite à vous poser la question. Pourquoi est-ce que je garde et est-ce que je garde mon coaché trop longtemps dans sa zone de confort? Et pour terminer cette introduction, j'aimerais rapidement introduire le concept de carte mentale. Une carte mentale, c'est quoi? C'est une représentation quelque part de la réalité, une représentation mentale de la réalité qui est basée sur notre expérience et qui est basée aussi sur la réflexion qu'on a menée à propos de notre expérience.
Alors, on peut les développer nous-mêmes et chercher à modéliser des expériences qu'on a faites, ou on peut s'inspirer de modèles qui existent et éventuellement les faire évoluer. Et ces cartes mentales sont nécessaires et indispensables en coaching aussi parce qu'elles nous permettent finalement de donner une direction à notre coaching. Elles nous permettent d'appréhender beaucoup plus rapidement la complexité et de pouvoir prédire quelque part avec plus de précision ce qui va se passer dans un coaching, voire dans la vie de tous les jours. Voilà pour le concept des cartes mentales et donc je vous partagerai au cours de ce webinaire quelques cartes mentales qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors la première est une méta-carte mentale. Et s'il y a une chose que je vous invite à retenir de ce webinaire, eh bien ce sont cette slide-ci qui a été encore une fois inspirée par David Peterson, qui finalement cherche aussi à savoir comment arriver plus rapidement à l'essentiel. Et puis lui, il dit, dans un premier temps, cherchons à être efficaces et cherchons à entrer en matière directement dans le coaching. Cherchons à aller directement vers le sujet quelque part qui touche notre coaché. Et mettons en place ce qu'il faut mettre en place pour débusquer l'essentiel. Et la clé de ça, ce sera notamment aussi de gérer son attention. Où est-ce que, en démarrage d'un coaching, est-ce qu'on va orienter son attention? Donc, la présence qu'on va développer, c'est une présence, bien entendu, à notre coaché, mais c'est aussi une présence au système de notre coaché, une présence à soi, en tant que coach, pour ressentir finalement quel effet ça génère chez nous, telle ou telle attitude de notre coaché. Et puis, un lien, une connexion aussi au sujet, c'est-à-dire à l'objectif de notre coaché. Donc ça, ce sont déjà quelques clés pour entrer en matière directement. On va prendre le temps pour développer chacun de ces 3 points. Après être rentré rapidement en matière dans un coaching, cherchons ensuite à creuser, creuser et encore creuser. Qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour donner plus de sens, pour donner une certaine cohérence aussi au fil de réflexion de son coaché? Ça demande quelque part de donner du sens et donc de faire des liens avec ce qui est vraiment important pour notre coaché, c'est-à-dire ses valeurs, éventuellement son sens de la mission, et puis de reprioriser fréquemment. On va développer aussi quelques outils et cartes mentales qu'on peut utiliser pour chercher à davantage creuser et être sûr finalement qu'on va en profondeur, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra le plus rapidement créer de la valeur et aller à l'essentiel. Et puis, il faut veiller à clore aussi avec une certaine force, avec une puissance finalement son coaching. Ce qui est attendu là, c'est que finalement les résultats du coaching génèrent un impact qui soit durable et que les changements qui ont pu s'amorcer dans la séance de coaching perdurent et puissent impacter l'ensemble du système du coaché. Et donc, voilà, avec des ponts sur le futur, les plans d'action, des tâches prescriptives, mais aussi de comment prendre des bonnes décisions, eh bien, c'est ce qu'on va aussi voir à la fin de ce webinaire. Donc, 3 étapes que je vous invite à retenir. Comment démarrer rapidement mon coaching pour directement aller toucher mon coaché? Comment est-ce que je peux aller en profondeur, creuser, creuser et pas m'éparpiller pour rester en surface? Et enfin, comment clore avec une certaine puissance de telle façon à ce que les résultats du coaching puissent générer un certain impact? En abordant le premier point, donc comment entrer en matière directement,
bien sûr, le premier contact qu'on a avec son coaché, que ce soit la première fois qu'on le voit ou la deuxième, troisième ou 10e fois, eh bien, on commence toujours par un petit pitch, hein, et ce pitch est aussi censé quelque part contribuer à établir un cadre relationnel qui soit pertinent, qui soit intéressant pour pouvoir mener cette relation de coaching. Donc, c'est important qu'on puisse se mettre en relation de prince à prince, comme dirait Vincent Lénart, et de créer rapidement de la confiance. Et s'il y a une clé et qu'on peut retenir pour cette étape-là, hein, d'entrer en matière directement, c'est de savoir finalement, mais comment est-ce que je peux rapidement établir un lien de confiance avec mon coaché, d'autant plus si c'est la première fois que je le vois. Et là, ça m'intéresse d'avoir votre avis et de voir, tiens, comment créer rapidement de la confiance. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Et j'aimerais vous partager alors ce premier sondage, Yotis, si tu veux bien. Et c'est parti pour le premier sondage. Donc, comment cherches-tu à installer rapidement de la confiance avec tes coachés? Première possibilité, je montre de l'intérêt pour sa personne. Deuxième, je souligne ce qui compte le plus pour lui. Je valide totalement son sujet. Je lui laisse le choix et le contrôle du coaching. Je n'ai jamais réfléchi en ces termes. Voilà, il y a bien évidemment une réponse qui prend bien le dessus. On est presque à 70%, 70%, pardon, pour les Français. Et voici les résultats. Avec donc 57%, je montre de l'intérêt pour sa personne, 32%, je souligne ce qui compte le plus pour lui, 6%, je lui laisse le choix et le contrôle du coaching, 3%, je valide totalement son sujet et 1%, je n'ai jamais réfléchi en ces termes. Donc, Philippe, c'est à toi. Merci Yotis. Vous avez compris qu'il n'y avait pas véritablement de bonnes ou de mauvaises réponses, en tout cas pour la plupart. C'est sûr que montrer de la curiosité, de l'intérêt pour la personne est une des premières choses qu'on cherche à faire. Et là, il y a différents trucs, il y a différentes astuces. C'est pas simplement montrer de l'intérêt pour le sujet, mais dire, tiens, ton prénom, comment il s'appelle encore? Peut-être faire une remarque sur le contexte dans lequel il est arrivé. Pourquoi pas sur son habillement, montrer que, voilà, vous avez un intérêt pour la personne qu'il est, ça contribue à développer de la confiance. Prendre en considération ce qui compte le plus pour lui, oui, bien sûr, et là, on va bien tordre l'oreille pour comprendre quelles sont ses valeurs, à quoi est-ce qu'il a envie de contribuer comme mission. On va le valider et valider totalement le sujet qu'il amène en disant, par exemple, ah mais oui, ça c'est un sujet qui me semble bien intéressant. Donc on va valider aussi les valeurs qu'on entend. On va pas chercher bien entendu à les challenger et on va valider la motivation en disant ouais tiens mais je sens que c'est important et je sens que c'est intéressant pour toi de traiter ce point-là. On va aussi co-créer le départ, ça amène de la confiance, il a le sentiment qu'il travaille sur ce qu'il a vraiment envie de travailler. Donc c'est lui laisser le choix de la direction. Et puis c'est de rapidement ajouter de la valeur. C'était peut-être deux choix que vous n'aviez pas là dans la liste. Rapidement ajouter de la valeur. J'avais encore en première séance de coaching un directeur des opérations hier et c'est quelqu'un qui est assez strict et qui travaille justement sur le lâcher prise parce qu'il a un grand besoin de contrôle, un grand besoin de maîtrise. Et à deux reprises dans la conversation, je l'ai surpris à esquisser un sourire. Et puis, juste après son sourire, immédiatement, il s'est repris et il a repris un air très sérieux. Je lui reflétais ça. Et ça a été une confrontation importante pour lui en disant ah oui ah bon oui tu fais bien de me le dire, je suis content d'avoir des feedbacks de cette nature et j'espère que j'en aurai davantage dans la suite du coaching. Voilà, donc dès la première séance, voire dès les premiers propos qui sont échangés avec le coaché, comment est-ce qu'on peut déjà amener et ajouter de la valeur?
Et ensuite, ben, en tant que coach, à la fois jongler et savoir où mettre son curseur entre l'assertivité et la vulnérabilité, montrer qu'on sait que finalement on connaît notre processus et qu'on est maître quelque part du contenant dans lequel va se dérouler le coaching et en même temps qu'on est vulnérable et que le coaché est beaucoup plus expert que nous sur sa thématique. Et il y a aussi des choses qu'on peut ne pas avoir entendues ou ne pas avoir comprises. Et le fait de pouvoir déposer ça aussi à son coaché peut être une ressource pour notre coaché, notamment pour créer la confiance. Je vous ai mis aussi une petite citation de John Tarrant qui montre qu'aujourd'hui, une des denrées les plus rares dans notre monde et le monde du travail en particulier, c'est l'attention. Comment obtenir de l'attention de quelqu'un alors que cette attention est accaparée par les téléphones portables, les tablettes ou la vie trépidante qu'on mène, de pouvoir finalement montrer cette attention, eh bien, devient un signe de validation de la personne excessivement importante. Et c'est ça aussi qu'en tant que coach, on peut offrir à nos coachés. Alors, on a parlé du pitch déjà tout à l'heure et le pitch pour pouvoir développer le plus rapidement possible cette confiance, eh bien, on cherchera à y mettre quelques ingrédients, des ingrédients qui vont donner envie à notre coaché de découvrir la suite. Donc, on va chercher à énoncer le champ du possible. On va aussi, bien entendu, nous assumer une posture plus, montrer une énergie élevée et surtout montrer qu'on a du plaisir à être là et qu'on a une foi dans le coaching. On entend beaucoup de nos participants à nos formations de coach qui, dans leur premier pitch, disent « je vais essayer de ». Bien entendu, le fait d'essayer ne rassure pas quelque part et ne montre pas la foi que nous, on a finalement dans le coaching. On va chercher à démystifier aussi, on va utiliser des mots clairs et on va utiliser ce que nous on appelle des mots miam, des mots qui donnent envie quelque part, des mots tels que je suis là pour toi et ensemble on va chercher les solutions. Il se pourrait finalement qu'on rencontre des situations difficiles et à ce moment-là, je serai là avec toi pour trouver le chemin. Voilà, ça c'est quelques mots miam qu'on peut chercher à mettre dans le pitch pour susciter cette confiance. Et puis, on va bien entendu chercher à montrer de la flexibilité, à s'adapter à ce qu'amène notre coaché et à montrer aussi de l'empathie à ce qu'il vit. On va chercher à verbaliser à travers notre pitch aussi toute la clarté sur le processus que le coaching va vivre, que le coaché va vivre. Et on va développer pour ça, dans quelques instants, le pouvoir de l'intention. On va revenir sur cet aspect-là. Et on va aussi chercher à travers notre pitch pour développer cette confiance, montrer qu'on est là en co-créativité. On va chercher à le valider, on va chercher à donner de l'énergie à notre coach. Et voilà quelques éléments de réflexion sur lesquels on peut commencer à élaborer un pitch qui peut donner confiance plus rapidement. Voilà, alors des exemples de pitch, j'observe une belle détermination. Tiens, mais ça me touche que tu m'amènes ce sujet-là. On va chercher à rendre les choses un peu plus claires. Voilà, ce sont des exemples de formulation de pitch que je vous ai mis là et que vous retrouverez sur le support qui vous sera partagé à la fin de ce webinaire. Et puis, comment entrer en matière directement? Le pitch, bien entendu, est là pour créer le cadre relationnel, mais le pitch est là aussi pour établir le contrat avec notre coaché. On va chercher à clarifier le processus, on l'a vu auparavant, mais si on veut aller un petit peu plus loin que d'habitude, ce sera important aussi de l'annoncer dans notre pitch. Et si nous avons cette intention, par exemple, d'aller chercher ce qui se cache derrière le thème que nous amène notre coaché, ce sera important de le partager dans le pitch de telle façon à ce que le
coaché puisse soit dire ouf, non, aujourd'hui je suis pas prêt pour ça, ou bien d'éveiller sa curiosité pour qu'il ait envie d'aller un peu plus loin. Et le temps est arrivé du deuxième sondage Yotis, donc on parlait d'intention. Lorsque vous démarrez un coaching, quelle est l'intention que vous montez le plus souvent, le plus systématiquement finalement dans votre esprit en tant que coach? Quelle est l'intention que vous vous cadrez avant de démarrer un coaching? Parce que l'énergie, l'attention finalement va se diriger vers où va votre intention. Et c'est parti. Donc, en démarrant en coaching, quelle est l'intention que tu te fixes le plus souvent? Donc, montrer que je suis là pour lui, augmenter la valeur de ce coaching, guider mon coaché dans un processus clair, travailler ma présence sans intention particulière, accompagner sans jugement à partir d'un état d'étonnement. Et là, vous êtes bien plus rapide. On vous laisse encore quelques secondes et voici les résultats. Avec 28% accompagné sans jugement à partir d'un état d'étonnement, 25% montrer que je suis là pour lui, 17% travailler ma présence sans intention particulière, 16% guider mon coaché dans un processus clair, 15% augmenter la valeur de ce coaching. Merci Yotis. Donc on voit effectivement que les votes sont plus ou moins bien répartis entre ces différentes intentions. Ce que je voulais faire comprendre ici, c'est que si vous cherchez quelque part à aller plus rapidement à l'essentiel, eh bien une des premières conditions, c'est que vous vous fixiez cette intention et que vous puissiez la déclarer dans votre pitch à votre coaché en disant tiens, les 2 dernières séances, on a déblayé, on a cherché à mettre en lumière, j'aimerais qu'aujourd'hui on aille, si tu es d'accord, plus rapidement vers véritablement ce qui est important à traiter. Es-tu d'accord de faire ça? Donc on va chercher finalement à amener son coaché dans un état d'esprit d'envie quelque part, d'aller découvrir ce qui se cache derrière son sujet. Donc c'est la force de l'intention. Et pour entrer en matière directement, le troisième élément, c'est bien entendu l'objectif. Sur quel objectif on va travailler? Et puis là, il y a du débat aussi sur, tiens, est-ce que finalement un objectif doit être SMART? Où nous parlons de P-SMART, c'est-à-dire formulé aussi de manière positive. Certains coachs de renom arguent aussi que le fait d'avoir un objectif trop SMART limite la réflexion, limite le champ du possible et donc n'est pas toujours le plus adéquat à élaborer ensemble en co-créativité au sein d'un coaching. Ce qui me paraît important à moi, pour aussi pouvoir aller directement à l'essentiel, c'est s'accorder au moins sur la direction. Et on va voir ce que ça veut dire et ce que ça veut dire aussi dans une approche que nous appelons double boucle, une approche double loop que je vais expliciter dans quelques instants. Voilà, donc pour entrer en matière directement, il faut être au clair sur l'objectif sur lequel on travaille et être sûr que on va mettre le doigt sur l'objectif qui va toucher, sur l'objectif qui sera vraiment important. Et pour aider ça, je vous présente une autre carte mentale qui nous vient encore de David Peterson, qui s'appelle, que j'ai rebaptisé la trémie des facteurs limitants. C'est-à-dire comment garder à l'esprit des facteurs limitants pour se poser la question, quand mon coaché dépose son sujet, où est-ce que j'ai le sentiment qu'il a le plus intérêt à travailler? Est-ce au niveau de la conscience de son problème? Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a besoin de développer pour arriver à progresser vers son objectif? Est-ce qu'il est motivé d'investir du temps, d'investir de l'énergie pour progresser vers son objectif? Est-ce qu'il a les compétences? Il pourrait être conscient qu'il a besoin de travailler quelque chose, d'être motivé de le faire, mais ne pas savoir comment le faire.
C'est une des questions aussi qu'on peut se poser. A-t-il les compétences pour y arriver? Est-ce qu'il y a ensuite un espace pour pouvoir expérimenter ces nouvelles compétences, pour pouvoir les faire rentrer dans les muscles? Est-ce qu'il a ces opportunités-là pour expérimenter ces autres manières de faire? Et enfin, est-ce qu'il a un espace aussi de redevabilité? Se sent-il redevable vis-à-vis de quelqu'un pour améliorer sa performance et ses résultats? C'est une carte mentale qui m'aide beaucoup. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné un directeur marketing auquel les RH il était en poste depuis quelques mois. Les RH avaient bien fait comprendre qu'il devait améliorer la qualité de sa communication avec son équipe et sa manière dont il donne du feedback, même si finalement l'entreprise était très contente des résultats que ce directeur marketing amenait. Et donc, on lui avait stipulé ça, et puis oui, il avait une conscience finalement de ce qu'il avait besoin de développer. Maintenant, il était aussi confronté à beaucoup de défis business, et donc on pouvait se poser la question, et il se posait la question, s'il était motivé d'investir du temps et de l'énergie pour développer ça. Alors oui, il y avait de la motivation, mais de la motivation qui n'était certainement pas à la hauteur de la conscience de ce sujet. Les compétences, ma foi, il avait déjà de la bouteille, il avait déjà suivi pas mal de formations, il a lu, il s'intéresse au thème. Bon, il y a quelques pistes, mais voilà, il l'aimait, il aurait aimé avoir aussi des trucs et des astuces quelque part pour développer ses compétences. Et en fait, enfin, un espace d'expérimentation, oui, bien sûr. Là, son équipe n'attendait que ça, qu'il expérimente d'autres manières de faire et qu'il développe une communication différente de celle qu'il avait. Et puis sa redevabilité, en fait, il avait un chef au-dessus de lui qui lui disait, écoute, ma foi, voilà, ce qui est important sont les résultats business, et puis tant que t'es pas un tortionnaire, ma foi, le reste tu te débrouilles et tu fais comme tu peux. Donc finalement, la redevabilité qu'il ressentait finalement pour développer ou pour acquérir ses compétences de meilleure communication, de donner des feedbacks utiles à son équipe, elle n'était pas immense. Et donc on voit directement que voilà, on a un intérêt à refléter ces aspects-là à ses coachés, à son coaché, pour voir, tiens, mais on va travailler la motivation. Et aussi, on peut travailler bien entendu un peu les compétences et par après, de savoir dans le système comment est-ce qu'on travaille la redevabilité. Parce que tant que cette redevabilité n'est pas plus importante, probablement que voilà, il sera limité dans la manière dont il va progresser vers cet objectif-là. Alors, pour identifier l'objectif le plus pressant, un objectif, il doit toucher, un objectif, il doit aussi motiver son coaché à creuser les couches les plus profondes. Dans sa formulation, il faut qu'il donne envie à son coaché d'aller creuser et puis, quelque part, de susciter un sentiment d'urgence. Ce que nous proposons là-dedans, c'est de partir du sujet du coaché. On part du sujet, bien sûr, notre coaché vient avec un thème, vient avec un sujet. Et très souvent, ce qu'on voit, en tout cas dans nos formations, voire dans des moments de supervision, c'est que le coach commence à vouloir explorer le thème. Il dit, tiens, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Quand est-ce que ça fonctionne? Quand est-ce que ça fonctionne pas? Qui sont des bonnes questions de coach, mais qui sont peut-être pas les questions qui permettent d'aller plus rapidement à l'essentiel. Et donc, comment finalement acquérir un questionnement qui permette cela, un questionnement que nous on appelle un questionnement double loop. Je vais vous donner quelques exemples par après. Une fois qu'on a questionné ce sujet, avec ces questions double loop, eh bien petit à petit, il y a des choses qui se décantent et on commence à avoir la possibilité de co-créer avec notre coaché un sujet là qui va, ou un objectif qui va davantage toucher notre coaché. Et une fois que cet objectif est verbalisé avec des mots qui soient parlants pour notre coaché, un objectif qui soit bien explicité, eh bien, on continue avec ce qu'on appelle
les motivateurs. Hein. Les motivateurs, d'un côté, c'est s'éloigner d'eux. Ben, si tu n'atteins pas cet objectif, hein, si finalement tu n'arrives pas à améliorer la qualité de ta communication avec ton équipe, ben, qu'est-ce que tu risques? Et là, on va chercher à écouter et observer les émotions de son coaché. Et on aura une source d'information très précieuse. Hein. Qu'est-ce qui te manquera si finalement tu n'arrives pas à communiquer d'une manière plus harmonieuse avec ton équipe? Et puis, l'autre motivateur, c'est le motivateur aller vers. En quoi est-ce important pour toi aujourd'hui d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça va t'apporter? À quoi est-ce que ça va contribuer d'encore plus important? Et puis là, à travers ces questions, on va révéler les valeurs de notre coaché. Donc, en ayant les motivations, les émotions, hein, les valeurs, on a de la matière à aller creuser après avoir verbalisé un bon objectif. Je vous donne un exemple. Avant cet exemple, il y a quelques questions. Voilà, je vous ai annoncé des questions de Double Loop. Je ne vais pas toutes les lire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans, hein? Supposons que quelqu'un, un coaché, vienne vous voir et vous dise tiens, mais aujourd'hui, c'est difficile la collaboration au sein de mon équipe. Voilà, c'est un sujet qui peut être amené. Tiens, c'est difficile la collaboration avec ton équipe. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui la collaboration avec ton équipe? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel là-dedans? Imagine que tu arrives à mettre en place un bon système de communication, de collaboration. Qu'est-ce qui serait différent? Donc là, ce sont des questions qu'on appelle double loop. Je vais vous expliquer par après pourquoi. Un exemple. Un coaché vient et dit « J'aimerais apprendre à dire non pour faire plus de choses qui me plaisent. » On écoute le sujet qui nous amène, on cherche à voir dans cet objectif quels sont les mots chargés. Quelque part, on voit dire non, et puis me plaise. Dire non me plaise. Ok, comment est-ce qu'on peut, au lieu de lui demander, tiens, mais est-ce que tu peux m'en dire plus, directement poser des questions, mais qu'est-ce que dire non signifie pour toi aujourd'hui? Ah ben pour moi, dire non, c'est froisser l'autre, c'est prendre le risque quelque part de froisser l'autre. Et qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans le fait de dire non? Ben, c'est me respecter, c'est davantage développer une certaine estime de moi-même. Ok, qu'est-ce que tu nourris chez toi alors lorsque tu dis non? J'apprends à être loyal envers moi-même. Donc là, c'est des exemples de questions, des exemples de réponses qui petit à petit peuvent donner de la matière pour pouvoir co-créer avec notre coaché un véritable objectif, par exemple à travers la question « Et alors, qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment découvrir avec ce coaching ?» Et on peut arriver à tricoter un nouvel objectif du genre « Je veux atteindre un équilibre de vie qui renforce l'estime de moi. » Où je veux oser prendre ma place. Et j'espère que vous sentez un peu la différence d'émotion que ça peut susciter, un objectif qui est formulé sous la forme de « j'aimerais apprendre à dire non pour faire plus de choses qui me plaisent », qui est, ma foi, quelque chose de l'ordre de la compétence, à « je veux oser prendre ma place ». Et on peut arriver de l'un à l'autre à travers ce questionnement de double loop. Voilà, alors je ne sais pas, Yotis, j'ai été assez loquace, j'ai pas laissé beaucoup de temps à des questions ou à des réactions, s'il y en avait l'une ou l'autre avant de passer à la dernière partie. Alors, dans quelle mesure la redevabilité est sous le contrôle du coaché, nous demande Pauline. Alors, c'est là effectivement que rentre en jeu la notion de coaching systémique.
ces moments d'intake, ces moments de prise d'information où normalement se retrouve le N+1 et en représentant des RH le plus souvent, valide quelque part les objectifs du coaching, mais valide aussi en quelque sorte leur rôle par rapport à, ou leur engagement pour aider le coaché finalement à mettre en place les résultats de son coaching et les rendre durables. Donc la réponse se trouve dans l'approche systémique qu'on a moins le temps de développer à travers ce webinaire. Alors, je prends encore une seule question. Paula demande pourquoi ça s'appelle double loop. Oui, on va y arriver. Ah bah voilà, on va y arriver. Merci pour la question, Pauline. Et donc, on arrive à creuser, creuser, encore creuser. On va peut-être voir encore ce sondage-là, si tu veux bien, Yoti, c'est de poser la question finalement, creuser, qu'est-ce que ça signifie pour chacune et chacun d'entre vous? Ce que j'ai mis là sont des réactions qu'on a assez souvent de la part de nos participants lorsqu'on les invite à creuser. Alors, je lance donc le prochain sondage. Qu'est-ce que creuser en coaching signifie pour toi? Entrer sur un terrain glissant, décider de la direction sans savoir si c'est la bonne, ce que je cherche toujours à faire, à mon coaché de choisir s'il souhaite se dévoiler plus, perdre du temps. Et on va vous laisser encore quelques secondes. Et voici les résultats. Avec 41% ce que je cherche toujours à faire, 35% à mon coaché de choisir s'il souhaite se dévoiler plus, 20% décider de la direction sans savoir si c'est la bonne, 4% entrer dans un terrain glissant et 1% perdre du temps. Voilà Philippe. Merci, et j'ai compris que je devais chercher à synthétiser la fin de ce webinaire IoTIS, et je voudrais en tout cas montrer un petit peu ce que signifie pour nous ces aspects de single ou double loop. Donc on se base pour cela sur les niveaux logiques de Gregory Bateson et Robert Dills. Lorsqu'on coach un sujet, en fait, on peut chercher finalement à instiller des changements au niveau des comportements, des compétences. Finalement, on va chercher à faire en sorte que notre coaché mette en place ce qu'il a besoin de mettre en place pour pouvoir progresser vers son objectif et d'identifier les habitudes qu'il a besoin de changer pour progresser. C'est d'habitude des compétences qu'on acquiert aussi au niveau ACC. Dans un deuxième temps, on va chercher plutôt à faire évoluer la manière dont notre coaché perçoit sa situation. Donc là, on va aller titiller les croyances et les valeurs de notre coaché et chercher à transformer ses croyances de telle façon à ce que, il puisse faire évoluer ses convictions qui lui permettent de mettre en place de nouveaux comportements pour atteindre son objectif. Donc ça, c'était la double boucle, le double loop, parce que dans un premier temps, on va chercher à faire évoluer les croyances et qui vont à leur tour faire évoluer les comportements. Et puis le triple loop, là, c'est plutôt de faire évoluer la perception de soi. Comment est-ce que je peux faire évoluer la perception de moi de telle façon à ce que la perception de ma situation change de telle façon à ce que je mette en place les comportements pour pouvoir progresser vers mon objectif. Donc, pour aller rapidement à l'essentiel, on va chercher à travailler essentiellement en double boucle ou en triple boucle, c'est-à-dire à faire évoluer la perception que notre coaché a de sa situation et puis éventuellement à faire évoluer la perception que notre coaché a de lui-même, voire éventuellement de la mission qu'il poursuit. Voilà, je ne vais pas développer ici ce qu'on peut encore faire en creusant. Une des clés fondamentales aussi pour creuser, j'imagine que vous le savez, mais c'est poser des questions courtes, impactantes, ces petites questions donc t'en conclus. Et alors, qu'est-ce que ça te dit? Ça, ce sont des questions qui permettent d'aller de plus en plus en profondeur et de continuer à tirer le même fil et pas de changer finalement d'un fil à l'autre.
Vous avez vu que j'ai sauté un sondage pour arriver à la partie finale de ce webinaire, qui est la troisième étape, hein, qui est de clore avec puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour clore avec une certaine force, de telle façon à ce qu'on génère des effets durables du coaching? Bon, il y a des choses qui sont assez classiques comme établir le pont sur le futur, faire prendre de meilleures décisions, tester l'engagement de son coaché, qui sont des choses qu'on fait d'habitude. Mais j'aimerais terminer par faire prendre de meilleures décisions et puis question sur les faits. Lorsque notre coaché, à la fin, doit prendre une décision en savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant, eh bien, il y a une autre carte mentale qui peut aider, c'est celle des conséquences de premier et deuxième ordre de Ray Dalio, qui part finalement de l'analyse que notre cerveau est câblé pour se concentrer sur le court terme. Lorsque vous décidez de manger un bon dessert avec beaucoup de crème fraîche, très calorique, eh bien, la conséquence de premier ordre, c'est que vous vous faites plaisir, hein, que vous satisfaisez quelque part vos besoins de votre circuit de motivation court. Et la conséquence de deuxième ordre, c'est que vous allez prendre du poids, hein, et que quelque part vos artères pourraient à terme se boucher, etc., etc. Lorsque vous allez faire un jogging, la conséquence de premier ordre peut être que vous avez peur de ne pas avoir assez de temps pour préparer le dîner et que voilà, vous allez encore rajouter une couche de fatigue à la journée et donc non, vous préférez ne pas y aller. Le conséquent deuxièmement, ça peut donner de l'énergie, ça peut m'aider à mieux dormir, etc. Donc, c'est une carte mentale que je vous invite aussi à utiliser pour faire réfléchir votre coaché aux conséquences de ses décisions. Un exemple, j'ai accompagné un directeur d'une structure qui, depuis un bon moment, se posait la question s'il allait licencier un de ses collaborateurs du comité de direction ou pas. Et finalement, il l'a fait sur la base d'une menace que ce collègue du comité de direction lui aurait proférée. Et lui, il a réfléchi sur les conséquences du premier ordre. Il dit, tiens, je m'enlève une épine du pied, j'aurai plus ces soucis dans le comité de direction. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, les autres membres du comité de direction se sont dressés, ont été insécurisés, ont fait appel au conseil d'administration et génèrent aujourd'hui un blocage dans la manière dont fonctionne ce comité de direction. Donc, encore une fois, là, c'est un exemple qu'un coaché a pris une décision sur base d'une réflexion, d'une conséquence de premier ordre, sans évoquer des conséquences de deuxième ordre. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est aider nos coachés à identifier toutes les décisions qu'ils pourraient prendre et chercher aussi à serrer finalement les conséquences de premier, de deuxième ordre, de telle façon à ce qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. Voilà, et on termine aussi notre coaching pour pouvoir laisser un sentiment à notre coaché qu'il a progressé, mais qu'il a progressé sur quoi? Qu'il a progressé sur la manière dont il perçoit sa situation en posant la question: quel a été l'effet de notre échange de 20 minutes sur ta perception de la situation? Quel a été l'effet de notre échange sur ton énergie maintenant à aborder cette situation? Et la manière dont il va répondre lui donne une certaine mesure de comment finalement il a pu progresser aussi par rapport à son sujet. Voilà une autre idée quelque part de comment clore avec impact. Et j'en reste là, Yotis, alors avec cette présentation de comment aller plus rapidement à l'essentiel. Un grand merci Philippe pour cette présentation, un brin provocateur et qui invite à la réflexion. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Alors Nathalie est donc ambassadrice de ICF Synergie pour le Québec et elle est également donc membre de l'ICF Québec. Bonjour Nathalie, comment ça s'est passé ce soir ou ce matin pour toi? Cet après-midi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, vraiment. Philippe, tu as suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de réflexions aussi chez plusieurs de nos synergiens.
Quelques questions aussi, dont mon Dieu, je la trouve pas. Elle m'a sauté. Ah oui, une de Ghislaine, pardon, qui mentionnait parfois elle rencontrait la difficulté où son coaché n'a pas d'objectif, parce que là, on comprend, l'objectif est primordial. Bien entendu, l'objectif. Alors, quoi faire dans ces cas? Oui, l'objectif est bien entendu primordial et ça va être le rôle du coach d'aider notre coaché à partir du sujet qu'il amène et des questions double boucle qu'on a proposé, d'arriver à formuler un objectif autour de la dimension de son sujet qui touche le plus notre coaché. C'est là finalement qu'on a le plus de chances de faire progresser notre coaché par rapport à la perception qu'il ou elle a de sa situation. Parfait. Merci. Une autre question, Nathalie? Il y a tellement de commentaires. Il y en a beaucoup, en effet. Donc, excellente présentation claire, pertinente, nourrissante, enrichissante, nous dit Jacques. Un grand merci pour ce webinaire, toujours très intéressant, nous dit Anne-Christine. Alors là, on est dans le chat ici sur le programme, mais on peut aller également sur WhatsApp. Et là, je lis merci beaucoup, généreux et utile, comme d'habitude, nous dit Quattar. Merci pour cette belle séance de partage, nous dit Ahmed, très enrichissant. Merci à Philippe Vanneberg pour ce webinaire et bonne soirée à toutes et tous. Voilà, Stéphanie nous dit webinaire très intéressant. Grand merci. Un grand merci, Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour ouvrir les champs des possibles et donner l'énergie d'expérimenter et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, vous mettez un petit pouce bleu comme d'habitude sous cette vidéo. Vous nous mettez un petit commentaire, vous nous envoyez un peu d'ocytocine. Vous augmentez de cette manière-là aussi nos niveaux de dopamine, des petits cœurs, des partages. Vous savez, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, vous cliquez tout simplement sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Philippe, je te laisse le mot de la fin. Alors, j'aimerais bien vous remercier déjà de vos commentaires et puis aussi de ce que vous allez oser expérimenter dans vos coachings et je vous invite peut-être à voir le coaching comme une expérimentation constamment renouvelée en testant quelque chose de différent dans chaque coaching pour faire évoluer votre pratique de coach. On a une grande responsabilité en tant que coach pour faire évoluer le monde du travail. Bien sûr, on a besoin d'être modeste, humble, mais en même temps, je pense qu'on a un levier et on le constate autour de nous de plus en plus important parce que le coaching est devenu l'instrument central pour faire évoluer, en tout cas dans plusieurs secteurs autour de Neuchâtel, le monde du travail. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à faire tout ça et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et puis alimenter la controverse de laquelle va jaillir de nouvelles idées. Un grand merci Philippe, un grand merci Nathalie, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci Otis, merci Nathalie. Au revoir.